Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel interview. Je reçois avec grand plaisir Florence Rolando, thérapeute et auteure du livre Les ondes, la 5G et notre santé, aux éditions Exuvie. Peut-être que le titre de ce livre vous évoque quelque chose car je l'ai déjà cité dans certains épisodes précédents. En effet, l'exposition aux ondes peut altérer grandement la qualité du sommeil. Ça peut provoquer des insomnies, nuire ainsi à la santé, donc de façon directe ou indirecte, et de façon plus large, l'addiction numérique repousse aussi l'endormissement, entraîne des réveils nocturnes, en tout cas peut entraîner des réveils nocturnes, et de ce fait réduire le temps de sommeil total. Et je fais référence principalement à la mélatonine en parlant de tout ça. En tout cas, ces deux sujets sont vastes, sont complexes. Mais finalement, les explications qui sous-tendent leur lien avec le sommeil sont simples et empreintes de bon sens. Ça fait presque 10 ans que Florence Rolando s'est passionnée pour le sujet et fait des interventions auprès du grand public pour expliquer les tenants et les aboutissants de ces problématiques, en plus de son travail en cabinet. Son livre est sorti en 2020 et il permet de porter encore plus loin son message. Après ce temps passé ensemble aujourd'hui, vous serez, je l'espère en tout cas, plus éclairés sur l'enjeu des ondes et de la dépendance numérique vis-à-vis du sommeil. Et vous aurez de nombreuses pistes de réflexion pour adopter de nouvelles habitudes dans votre quotidien. Bien sûr pour dormir plus et dormir mieux. Très bonne écoute à vous. Bonjour Florence. Bonjour Aurélie. Florence, je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation sur mon podcast. Je suis vraiment ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui. C'est moi qui te remercie Aurélie, car j'apprécie beaucoup ton podcast. Merci beaucoup. Alors Florence Rolando, Florence, tu es thérapeute, naturopathe kinésiologue et tu es aussi auteure du livre qui s'intitule Les ondes, la 5G et notre santé, qui est sorti, si je ne me trompe pas, l'année dernière, en 2020. Je vais simplement te laisser te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à justement l'écriture de ce livre, puisqu'aujourd'hui ça va être la thématique de ce podcast, parler des ondes, de l'addiction numérique, du lien évidemment avec le sommeil, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, de rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, donc je suis thérapeute installée à Porto, au Portugal. J'exerce kinésiologie, naturopathie, mais aussi je fais de la réinformation vibratoire, donc avec les méthodes NAET et TRM, qui s'adressent principalement à tout ce qui est allergie et intolérance. Et d'ailleurs, les ondes, l'effet que les ondes ont sur nous est une forme d'intolérance. J'ai travaillé pendant longtemps dans les médias, la mode et l'événementiel, et donc je connais très bien l'effet du stress sur le corps, du stress environnemental, du stress nerveux également. Et en 2012, quand j'ai entamé une reconversion vers les métiers de la santé, j'ai été en contact avec une personne qui donnait une conférence à Londres, le docteur Erika Mallory-Bliss, très très calée sur le sujet des ondes électromagnétiques. Et je dois dire que ça a constitué une sorte de choc pour moi, puisque je venais d'une profession où on utilisait énormément la technologie, les médias sociaux. Et j'ai au début eu beaucoup de mal à accepter ou à comprendre que réellement les ondes pouvaient avoir un impact sur notre santé. Moi, j'avais bien sûr en tête l'impact au niveau de l'addiction, plutôt ce que cela faisait sur notre mental, sur la structure de notre cerveau, mais pas tellement sur les effets biologiques dans le corps. Et j'ai voulu aller rechercher par moi-même, trouver des informations et puis ensuite, bien sûr, informer, ce que j'ai commencé à faire dans les lycées ici, pour que les enfants et leurs parents, les jeunes adolescents qui commençaient tous à avoir des portables,
puissent avoir des gestes d'hygiène technologique. Mmh. Donc du coup, en 2012 déjà, donc ça fait déjà, presque 10 ans finalement Mhm. et en fait aujourd'hui on a l'impression qu'on est très peu informé finalement par rapport à tout ça. Ça me paraît même, fou finalement qu'il y ait pas plus de livres sur le sujet et puis plus d'informations encore qui soient faites justement comme toi tu le fais auprès des jeunes, mais auprès du grand public aussi finalement. Toi tu as vu En une fait, évolution en l'espace de 7-8 ans par rapport à ah tout oui, ça? puis absolument Ah ouais? exponentielle parce que en 2014, il y avait très peu on trouvait très très peu d'informations en français, qui plus est, il y avait quelques études en anglais. Et puis, je dois dire que c'est vraiment dans la dernière année, là, sur 2020, avec bien sûr l'arrivée de la 5G qui suscite beaucoup de questions, que eh bien, de nombreux livres sont sortis en langue française. Je crois que là, dans l'année 2020, il y en a peut-être 2 ou 3 qui ont été édités, ce que D'accord. je trouve très encourageant. D'accord, donc là, sur la dernière année, avec cette fameuse 5G finalement. OK. Mhm. Donc on entend parler des ondes en général, de la 5G, mais avant c'était la 4G. Enfin, les ondes, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est? Pourquoi on est concerné par les ondes en fait? Alors, les ondes, on ne les voit pas, on ne les sent pas. Mais les ondes, c'est une pollution environnementale au même titre que les toxines chimiques, elles affectent notre biologie. Les ondes, alors souvent on entend des personnes dire: «Ah bah oui, mais les ondes, il y en a toujours eu, hein, là, il y a les ondes de la nature, il y a les ondes, qui viennent du soleil et cetera». C'est tout à fait vrai. Mais les ondes naturelles, ont une cohérence qui est reconnue par notre organisme tout simplement, alors que les ondes qui sont utilisées dans les communications des télécoms et dans le Wi-Fi sont des ondes qui sont fragmentées et qui viennent donc euh, créer une rupture de rythme à l'intérieur de l'organisme et toute une échelle, une cascade d'effets négatifs sur la santé. D'accord, OK, d'où la différence. Et parce que du coup, nous sommes, parcourus de champs, électriques aussi, enfin dans notre organisme. Je sais qu'au niveau du cerveau, les messages, sont chimiques et électriques. Partout dans le corps aussi, on a une électricité, enfin électricité statique parfois quand on enlève un vêtement ou quelque chose comme ça. Du coup, j'imagine que c'est lié à ça justement, à notre fonctionnement interne? Oui, ben, nous sommes des êtres électriques, hein, nous sommes des êtres d'énergie, des êtres électriques. L'encéphalogramme, le cardio-encéphalogramme, tout ça est basé sur justement les échanges électriques à l'intérieur du corps, mais on l'oublie souvent. Et bien entendu, on peut imaginer que toute petite perturbation au niveau électromagnétique peut avoir son influence. En fait, il y a un livre qui est très très intéressant aussi, qui a été traduit l'année dernière, ou juste là, en fin d'année 2020, d'un journaliste américain qui s'appelle Arthur Fistenberg et qui s'appelle The Artificial Rainbow. En anglais, c'est l'arc-en-ciel invisible, The Invisible Rainbow, pardon. Et qui explique au final, qui retrace un petit peu l'histoire de l'électricité sur la planète et l'incidence que ça a eu sur la santé. OK. Alors justement, on va en parler de l'incidence sur la santé. Là, on comprend pourquoi les ondes donc ne sont pas les mêmes que celles de la nature et du coup, quels problèmes ça va poser concrètement? Parce que c'est vrai que, comme tu le disais au début, c'est invisible, enfin, on ne sent rien, on ne voit rien, on n'entend rien, voilà, c'est complètement invisible et pourtant, il se passe des choses dans notre corps et parfois, on peut avoir certains symptômes, on ne sait pas d'où ça vient peut-être de ça et on ne fait pas le lien parce qu'on n'en a pas connaissance. Alors est-ce que tu peux, du coup, nous en dire plus sur ces fameuses conséquences sur la santé? Mm. Euh, J'aime bien un des premiers que j'aime bien, qui est assez facile à comprendre, parce qu'on voit un petit peu l'effet cascade que ça peut avoir. C'est que les ondes vont empêcher le sang d'être fluide comme il devrait être. Donc les globules rouges vont s'agglomérer et être beaucoup plus visqueux. Et on sait que les globules rouges sont impliqués dans la distribution d'oxygène. Donc déjà, ça, c'est un premier procédé qui fait que
Voilà, la cellule ne respire pas comme elle devrait respirer. Il y a une sorte de léthargie, on va dire, qui peut se produire. C'est subtil, bien sûr, hein, et comme tu le fais remarquer, tout le monde ne le remarque pas. Mais l'autre effet, les autres effets, au-delà des effets des écrans, hein, ça tu en as peut-être déjà parlé dans d'autres qui sont donc le blocage de la mélatonine, etc. Ça c'est, on va dire, c'est l'effet physique de cette connexion à nos écrans pendant de longues heures de la journée. Mais vraiment, au niveau de la biologie, on constate des effets sur les hormones. Donc, il y a une disruption des hormones, principalement ce qui va intéresser quand même beaucoup ici la discussion, étant donné que ton podcast est axé sur le sommeil, c'est qu'il y a une suppression, par exemple, des récepteurs de GABA. Hein, or, les GABA c'est une protéine membranaire qui intervient dans la transmission d'un neurotransmetteur qui est inhibiteur du système nerveux central. C'est l'acide gamma-aminobutyrique. Le GABA diminue l'activité nerveuse et intervient dans de nombreux processus physiologiques comme la mémorisation, le sommeil, la dépendance aux drogues. Et puis, GABA, c'est synonyme de relâchement. Donc, quelque part, ici déjà, on a une première hormone, on va dire, c'est pas une hormone, c'est une protéine membranaire, un neurotransmetteur, qui va perturber le sommeil. On a ensuite tellement d'hormones, et on pourra aller dans le détail, mais par exemple, il va y avoir une production au niveau de la satiété. Ça va venir aussi perturber les hormones qui régulent notre métabolisme. De façon directe ou justement à travers le sommeil? Parce que justement, quand on manque de sommeil, on a la production de leptine et ghrelin qui se fait pas en bonne quantité la nuit. Ça agit sur ça aussi ou de façon directe en fait? Oui, dans la mesure où la production d'hormones est perturbée, on va dire que c'est un double effet. Donc, il y a l'effet par l'exposition, et puis il y a l'effet, par l'exposition, le manque de sommeil, et puis il y a l'effet aussi par la perturbation directement de la production. D'accord. Comme je dis, quand je dis que ça supprime les récepteurs de GABA, c'est-à-dire que les ondes les récepteurs ne vont pas pouvoir réceptionner, on va dire, la protéine comme elle le devrait. Les récepteurs sont en eux-mêmes altérés, ou alors ils sont toujours là, mais par contre le message ne se transmet plus, ils ne font pas leur rôle. Je sais que c'est un petit détail technique, mais c'est... Non, oui, les récepteurs sont toujours là. Les récepteurs sont toujours là, mais ils sont occupés, on va dire. Pas accepter recevoir les substances. Comme dans les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances, des molécules qui ressemblent aux hormones qui vont se fixer sur les récepteurs. Donc les vraies hormones ne peuvent pas rentrer. D'accord. La question que je me pose là tout de suite en écoutant ce que tu nous dis, c'est quelle est la quantité, quel est le degré d'exposition qui aboutit à ce résultat-là? Parce que malgré tout, on est exposé, par exemple la journée sur son lieu de travail, on peut vivre proche d'une antenne. Est-ce que la moindre exposition aux ondes tout de suite a un effet tel que ceux que tu viens d'évoquer, ou alors c'est l'effet cocktail d'être exposé par de nombreuses sources, ou est-ce que c'est l'effet durée, ou finalement un petit peu tout ça? Je dirais que bien sûr il y a l'effet durée, l'effet cocktail, parce qu'on sait très bien que si on reste juste 10 minutes sur un portable, on ne va pas avoir beaucoup d'effets. Mais il faut aussi prendre en considération le fait que nous sommes tous différents et malheureusement très inégaux. Donc déjà, si on est un enfant ou une personne âgée ou une personne malade, on va avoir un impact beaucoup plus fort. Et ça me rappelle une rectification qui a été faite par l'OMS en 2004, puisqu'on parlait de électro-hypersensibilité. Et l'OMS disait non, en fait, les ondes, donc elles ont donné un autre nom, qui servait à mettre en lumière que les ondes sont en fait un révélateur, c'est un déclencheur. Et il faut que, à la base, il y ait déjà un déséquilibre pour qu'on tombe dans l'électro-hypersensibilité. Soit il faut qu'il y ait eu un choc physique,
comme une conclusion, oui, un coup, un coup de fou, une petite électrocution, des choses comme ça. Après, bien entendu, une surcharge de toxicité dans le corps va faire qu'on va beaucoup plus vite basculer. Donc, toxicité, mais aussi, ça peut être une charge parasitaire qui est trop lourde, ça peut être des virus, une charge virale ou une charge de bactéries et de levures. Et tout ça fait qu'on va basculer beaucoup plus facilement, on va être beaucoup plus sensible. Dans ces facteurs, est-ce que je n'en oublie pas? Bien sûr, tout ce qui est un système nerveux qui est déjà en déséquilibre suite à des chocs émotionnels. Donc, à partir du moment où on a ces facteurs-là, on va recevoir ou percevoir davantage on va être déstabilisé, on va dire, beaucoup plus par l'exposition aux ondes. D'accord, donc oui, on est tous électrosensibles, mais on est hypersensible si on a déjà un terrain qui est un petit peu plus fragile finalement. C'est ce que tu dis? Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Du coup, là, par rapport à ce que tu évoquais, donc les déséquilibres hormonaux, ce qu'on évoquait sur le GABA, ce sont des choses malgré tout qui, à nouveau, ne sont pas très explicites. C'est pas facile de savoir si on manque, si on est très stressé parce que on a par exemple une vie très chargée et beaucoup de stimulation, ou si c'est parce que notre système nerveux parasympathique, en fait, il arrive pas à contrebalancer et du coup, par exemple, on manque de GABA. Pareil pour tout le système hormonal, ce sont des choses qui ne se perçoivent pas, qui ne se voient pas. Donc finalement, on peut se dire à tout moment qu'on n'est pas concerné. C'est pas évident en fait de se remettre en question et de changer ses habitudes quand on a l'impression que ça ne nous touche pas. Bien sûr. Et puis il y a cet effet cumulatif. Il y a que quand vraiment on commence à avoir des symptômes qui nous empêchent de bien fonctionner qu'on accepte d'aller regarder. Oui, parce que du coup, il y a des symptômes, au-delà des déséquilibres qu'on a évoqués, il y a des symptômes qui sont plus visibles, puisque j'ai entendu souvent les cas de personnes qui pouvaient avoir des migraines, ou dans le livre, tu évoques aussi des choses qui sont de l'ordre des brûlures, ou des choses là, pour le coup, qui alertent plus, qui sont plus visibles en tout cas. Oui, des fourmillements dans les bras, c'est ça, les migraines, les fourmillements dans les bras. Et puis, ce qu'on retrouve très souvent, c'est des sensations de brûlure et carrément une rougeur très visible au niveau. Alors là, c'est quand on est en état déjà assez avancé, hein. Il peut y avoir une rougeur du visage et des membres qui fait ressembler à... pour la personne, c'est comme si elle avait passé une journée entière au soleil sur la plage au mois d'août sans protection solaire. Mmh. Comment pallier à ça dans son quotidien? Puisqu'on l'évoquait juste avant, finalement, on a tous un travail, on est exposé même si, par exemple, on ne souhaite pas l'être, on l'est, dans la rue, dans sa ville, par rapport à ses voisins. Quels sont les leviers qu'on peut activer dans notre quotidien pour réduire cette exposition aux ondes? Il faut avoir de la discipline. Il faut avoir une certaine discipline parce que, en fait, sont vraiment une multitude de petites choses qui vont faire qu'on va pouvoir contrôler et diminuer son exposition. Et donc, il faut avoir ce qu'on appelle une conscience, une électroconscience, en sachant que la distance est notre meilleur ami. Donc, les bons gestes, bon, on les lit souvent, mais il faut vraiment se les rappeler, presque se mettre des petits post-it à droite, à gauche, pour se souvenir que si on travaille, par exemple, toute la journée avec son téléphone à portée de la main, parce qu'on a besoin de vérifier certaines informations, il faut le mettre en mode avion. Ou si on ne peut pas le mettre en mode avion, à ce moment-là, il faut le mettre à 2 mètres de soi. Quand on voyage en voiture, quand on voyage de manière générale, hein, c'est très important de garder en tête que plus on avance, plus on traverse de l'espace et plus les ondes vont essayer de rentrer en contact avec nos machines et donc plus elles vont être, leur intensité va être forte. Donc en plus, si on est en voiture ou en train ou en bus, il y a un effet cage de Faraday puisque on est enfermé dans une boîte en métal
et les ondes vont aller frapper sur le métal et puis revenir bombarder notre corps, notre cerveau surtout. Donc voilà, ça, quand on est... Alors, la même chose dans un ascenseur. Après, il y a des gestes donc qui sont très importants au niveau de l'alimentation, de l'hydratation, parce que au final, plus on mange, plus on va manger de choses, on va dire vivantes, naturelles, et plus on va s'hydrater, et plus on va euh, euh, être fort pour contrebalancer les effets des ondes. Ok, donc ça c'est par un moyen finalement détourné. On peut agir soit directement, soit en renforçant son organisme et en ayant un terrain moins fragile finalement. Oui, alors bien sûr, j'oublie surtout le principal. Ce que je dis toujours, c'est il y a la distance, mais il y a aussi dormir dans un sanctuaire. Ça, Ah bah c'est absolument du coup, crucial puisque oui. c'est la nuit que la réparation cellulaire peut prendre place. Donc, si la nuit on a une pollution électromagnétique importante autour de soi, eh bien finalement la cellule n'a pas la place pour se reposer. Et donc, dormir dans un sanctuaire, ça veut dire, si on le peut, mesurer avec un appareil l'intensité des radiofréquences, mesurer l'activité électrique et magnétique, et si on peut également mesurer les champs induits de basse fréquence à l'intérieur du corps. Ça, c'est fortement recommandé, surtout si on a des difficultés à s'endormir, qui montre qu'il y a quelque chose qui vient nous perturber. Alors, débrancher tous les appareils électriques. Ça, c'est intéressant parce que du coup, ce n'est pas uniquement les ondes, ce n'est pas uniquement couper son Wi-Fi, par exemple, ou se mettre en mode avion. Il y a aussi la partie électrique. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus là-dessus, justement? Oui, on oublie souvent, en fait, j'en parle beaucoup dans le livre, et ça rejoint ce que je disais sur Arthur Firstenberg et sa théorie de l'électrification de la planète, qui est en corrélation avec l'augmentation des maladies chroniques, des maladies de civilisation. Il y a des personnes qui vont être plus sensibles en fait aux basses fréquences qu'aux hautes fréquences de la téléphonie. Et parfois, les deux combinés, bien sûr, constituent là encore un cocktail détonnant. Mais une simple lampe de chevet qui n'a pas de prise de terre, comme la plupart d'entre elles, peut vraiment perturber, générer une activité électromagnétique importante, même lorsqu'elle est éteinte, bien sûr moins lorsqu'elle est débranchée, mais elle peut quand même continuer à nous affecter parce que tout simplement la prise, le courant venant jusqu'à la prise, s'il est derrière notre tête, si la tête de lit est appuyée contre la paroi, eh bien va avoir un impact. Ok, donc ça va même encore plus loin que ce qu'on peut penser la plupart du temps. Donc là, ce que tu disais juste avant, le fait de pouvoir mesurer tout ça, il y a des appareils qui existent, qui sont abordables, qui peuvent être utilisés par chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Le voltmètre est assez abordable. Moi, je dis dans le livre que c'est une bonne idée de se grouper à plusieurs familles pour acheter un appareil et puis se le passer. Je sais qu'il y a aussi des organismes en France qui prêtent du matériel et à partir du moment où même sans avoir des symptômes, j'allais dire à partir du moment où on a des symptômes, mais même sans avoir des symptômes, c'est une bonne idée de vérifier son installation électrique et tous ses niveaux, et surtout dans la chambre des enfants. Dans la chambre des enfants, mais également dans les lieux où on passe beaucoup de temps, comme au bureau, comme le canapé où on va passer des longs moments en famille à lire ou à regarder un film. C'est là qu'au final, on accumule beaucoup d'ondes. Et du coup, pour revenir sur le sommeil, à la fois, les ondes peuvent empêcher de basculer vers le sommeil, peuvent nous maintenir finalement en éveil, et à la fois, elles peuvent nuire à la qualité du sommeil. Donc même si certaines personnes s'endorment plutôt bien, moi j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent je m'endors, je dors et je suis extrêmement épuisée le matin au réveil, parfois avec des maux de tête. J'ai l'impression qu'on est en plein dedans, parce que justement le corps ne récupère pas. Les cellules ne peuvent pas récupérer comme elles le devraient. Donc, on sait qu'il y a donc ce blocage de la mélatonine
Mais il y a des gens qui peuvent être épuisés en fin de journée, s'endormir facilement, mais la mélatonine, il n'y a pas assez de mélatonine pour les faire aller jusqu'au bout de la nuit et pour les faire rentrer dans la phase REM du sommeil, qui est la phase qui est réellement réparatrice. Donc, on peut avoir des réveils nocturnes, sachant que les ondes, parce que j'ai pas énuméré tous les effets sur la santé, mais bien sûr, le stress oxydatif a une part importante. Et puis, également, les effets sur la détoxification. Donc, les procédés de détoxification ne se font pas bien. On a un foie qui va être plus facilement surchargé par l'excès de toxines, par le manque de communication de cellule à cellule, avec les interférences des ondes qui produisent ou qui amplifient, on va dire, tout ce qui est toxine, va empêcher que les cellules communiquent bien. Or, c'est elles qui vont signaler quels sont les travaux de réparation à faire et qui vont permettre de détoxifier. Alors, quand il y a beaucoup trop à détoxifier, donc le foie, entre sa phase 1 et sa phase 2, qui correspond plus ou moins à 2h et 4h du matin, là, il va patiner, il va avoir du mal et ça peut aussi avoir un effet sur les réveils nocturnes. Donc non seulement le manque de mélatonine, le foie qui a du mal à faire son travail, manque de GABA et voilà, on a déjà là, avec ces 3 éléments, un cocktail suffisant pour que le sommeil ne soit pas réparateur. Bon, sans parler de l'anxiété, les ondes électromagnétiques génèrent de l'anxiété. De façon directe par rapport au système nerveux, justement? Oui, un système nerveux qui est surexcité, surstimulé. De par ton expérience, Florence, tu as vu des changements. Les changements se voient immédiatement lorsqu'une personne commence justement à être en détox d'ondes. Quelqu'un qui ne faisait pas du tout attention, qui du jour au lendemain va mettre son téléphone en mode avion, va couper son Wi-Fi la nuit, fait attention à tous les branchements électriques, peut-être même déménage selon la sensibilité. Et d'un seul coup, le corps tout de suite répond positivement, ou est-ce que ça prend du temps? Le retour que j'ai, c'est qu'il y a un effet immédiat, en effet. Où je le vois le plus, c'est sur les enfants. J'ai des enfants qui sont venus, des mamans qui sont venues avec des enfants qui avaient des problèmes d'endormissement, des angoisses, des alertes des professeurs qui disaient qu'ils avaient perdu totalement leur capacité d'attention en classe, que les notes étaient en chute libre. Et à partir du moment où on commence à retirer les écrans, à les enlever au moins 2 heures avant de se coucher, à réduire considérablement, et bien là, il y a tout de suite une amélioration. Et le sommeil, c'est assez facile quand même de voir avec le sommeil. C'est un bon curseur pour voir si l'effet est immédiat. Alors après, si tu me parles des personnes qui sont électro-hypersensibles, malheureusement pour elles, il faut plus que ça. Mais en général, c'est aussi de cette façon-là qu'elles se rendent compte d'où vient leur problème. Parce que si elles vont se promener, si elles vont en vacances loin d'une source de pollution électromagnétique ou une journée dans la campagne, il y a quand même une corrélation qui se fait très rapidement. Mmh. Et le fait d'être, oui, c'est vrai que le fait d'être en contact avec la nature, ça tu l'évoquais lorsqu'on a préparé cet échange, le fait de mettre ses pieds, sur le sol, d'être les pieds à la terre, c'est quelque chose qui fait, enfin, qui ne semble pas grand-chose et qui pourtant fait beaucoup. Oui, mais on peut simplement penser euh, au corps comme une batterie qui se charge, et on va simplement redonner l'électricité statique qu'on a, comme quand on porte les vêtements en matière synthétique et qu'on les enlève et qu'on a les cheveux qui restent attachés aux fibres textiles. Donc ça, c'est de l'électricité qu'on a en trop. Et quand on va mettre les mains dans la terre ou dans les plantes, eh bien, on se décharge. Donc je pense que c'est quand même assez facile de comprendre quel est le mécanisme ici, quel est le mécanisme en jeu. Complètement. Hem, je voudrais te poser une question par rapport aux différentes études sur le sujet. Parce que si on se réfère aux études qui sont menées par, justement les industriels concernés, par rapport aux téléphones portables et cetera, et justement là, la 5G,
On nous dit qu'il n'y a pas de souci à se faire, que les études ont été menées, que c'est inoffensif. Sauf qu'il y a d'autres études indépendantes qui ont été menées qui ne semblent pas dire ça, mais finalement, on a quand même très peu de recul par rapport à la situation. Toi, par rapport à tes recherches, qu'est-ce que tu as pu constater? Ouais, c'est terrible à quel point on arrive à noyer le poisson, on va dire, hein, en produisant beaucoup d'études, tellement d'études qui montrent qu'il n'y a pas d'effet, que les études qui ont des effets, elles, du coup, sont discréditées. Or, je pense que c'est pas parce qu'on a prouvé qu'il n'y avait pas d'effet dans certaines études que ça annule les études qui, elles, ont trouvé des effets. Et je m'appuie sur de nombreux spécialistes, comme notamment le professeur Martin Pal, et d'autres qui sont nombreux à lancer des alertes et à produire justement des études qui sont là et qui sont suffisantes pour qu'on applique ne serait-ce que le principe de précaution, si on n'a pas encore, on va dire, des preuves suffisantes pour que l'industrie, pour arrêter l'industrie. Hein. C'est comme dans le tabac au final. Il a fallu 40 ans pour qu'on arrive, pour que les institutions, les gouvernements arrivent à accepter le fait que le tabac tue. Et on en est aujourd'hui à mettre ça en tout gros sur des paquets de cigarettes, mais ça a demandé un effort incroyable, étant donné que en fait, on se trouve face à une industrie qui a beaucoup d'argent et tellement d'enjeux qu'elle dépense des millions et des millions pour masquer. Il faut aussi savoir quand même que, et on le sait par des lanceurs d'alerte, par exemple chez Motorola, hein, que les études sont influencées, c'est-à-dire que l'industrie produit ses propres études, demande à des équipes scientifiques de les réaliser, mais est là de façon très régulière pour vérifier les résultats. Et puis, si les résultats ne vont pas dans le sens escompté, eh bien, on change les données, ou alors on tape sur les doigts, ou alors on ferme l'étude. C'est très contrôlé tout ça. C'est pas une histoire de paranoïa ou de conspiration. C'est un fait reconnu et vérifié, malheureusement. Et puis en plus, malgré tout, dans ces études-là, il n'y a pas non plus l'effet cocktail, comme ce qu'on disait juste avant. Donc j'imagine aussi que ça minimise les effets et les résultats. Tout à fait, cet effet cocktail n'est pas pris en compte, alors qu'on sait bien que une combinaison de 3 produits chimiques peuvent avoir l'effet enfin 1000 fois l'effet d'un. C'est-à-dire que et là on parle de 3. Alors imaginez aujourd'hui avec les 100 000 molécules chimiques qui sont dans l'air, plus toutes ces ondes, les ondes qui vont maintenant être pulsées, millimétriques, etc. On n'a pas les outils non plus pour mesurer exactement tout cela, quoi. Oui, c'est ça. Et comme tu le disais, à juste titre pour le tabac, et finalement ça se vérifie aussi dans d'autres domaines, hein, par rapport à l'industrie chimique aussi. On parlait des perturbateurs endocriniens, il y a énormément de choses qui sont mis en place. En fait, j'ai l'impression qu'on va toujours très vite dans la mise en place de nouvelles choses à partir du moment où il y a beaucoup d'argent qui est en jeu. Et il faut après plusieurs dizaines d'années pour revenir en arrière et se dire, bah mince, finalement, on a fait beaucoup de tort et du coup, il va falloir trouver des solutions. Et j'ai l'impression qu'on se retrouve exactement dans cette situation pour les ondes et qu'on est un petit peu en mode cobaye et que dans 30 ans, on se dira, ah bah mince, oui, mais les gens étaient énormément exposés et du coup, voilà les conséquences. Donc finalement, c'est un petit peu comme si tu étais avant-gardiste en luttant par rapport à tout ça et en transmettant l'information. C'est comme ça que je le vois parce que c'est vrai que il y a énormément de choses qui ont été mises sur le marché et c'est vrai que quand on parle d'alimentation et même par rapport au sommeil finalement, et puis on s'en rend compte qu'après, et encore quand on s'en rend compte, l'information n'est pas divulguée de manière pour le grand public, il faut creuser pour la voir et ce n'est que après, que petit à petit, quand en fait il y a plus le choix, de dire bah oui effectivement, ouais, là c'était pas top. Et je pense qu'on est exactement dans ce schéma-là. Donc oui, pour les Alors, ce qui enfants, est triste, puis pour tout le monde, en fin de compte, on est tous concernés.
Oui, ce qui est très triste dans le cas des ondes, c'est qu'il y a un côté plus ou moins irréversible, puisque d'une part, ça je l'ai pas cité dans les effets sur la santé, mais il y a un effet négatif dramatique sur la reproduction masculine, donc déjà on va avoir une infertilité grandissante, mais en plus, étant donné que les ondes peuvent casser la structure des brins d'ADN, ça se transmet de génération en génération par le fait épigénétique. Et donc, euh, c'est pas dans une génération, c'est dans 2 ou 3 générations qu'on va réellement voir les conséquences. Sur les hommes Donc là, que sur les c'est femmes, irréversible. du coup, j'avais pas, je me rappelais pas de ça. C'est assez effrayant. Et du coup, c'est plus chez les hommes que chez les femmes. Donc, par exemple, pour les hommes, le téléphone portable dans la poche du jean, c'est catastrophique. Ouais. En fait, je dis chez les hommes parce qu'on a surtout fait des études sur les hommes. D'accord. Et c'est plus rapide, c'est plus facile d'aller mesurer, tout simplement en mettant l'exposition d'un téléphone ou d'un ordinateur portable sur les genoux d'une personne. On peut assez facilement faire un test avant et après pour voir, par exemple, les taux de motilité des spermatozoïdes. Mais il faut bien savoir que les ovules des femmes, et puis ces ovules-là, ce stock d'ovules arrive d'une façon, elle est donnée à la naissance, on ne peut pas l'augmenter, on peut pas le... Et donc, ça a très probablement un impact sur la qualité et la quantité des ovules chez les femmes aussi. Mais les femmes aussi ont un peu moins tendance à porter leur téléphone à proximité de leurs ovaires. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle surtout, pour l'instant, de problèmes reproductifs au niveau de l'homme. Mais on est sans doute tout simplement au début de la découverte que, eh bien, que ça va être pareil chez la femme. Mmh. C'était très très intéressant, Florence, tout ce que tu nous as partagé là sur les ondes. C'est vraiment passionnant et le lien avec le sommeil, comme tu le disais, il est direct et en plus il est multiple finalement. Et il y a une autre facette du coup du numérique que j'aimerais beaucoup qu'on aborde et que tu abordes dans ton livre aussi en détail. C'est justement cette addiction au numérique. Donc là, si on sort un petit peu des ondes en tant que telles, cette addiction au numérique qu'on vit depuis une quinzaine d'années maintenant, dont moi je parle aussi régulièrement sur le podcast, bien sûr, et notamment par rapport à ce que tu évoquais pour la production de mélatonine, donc le fait de couper les écrans le soir, etc. Mais ce que je constate aussi dans le quotidien, c'est que c'est loin, loin d'être évident. Et les gens sont perdus, en fait, quand on leur dit de fermer les écrans le soir. On sent que c'est une vraie difficulté et que sans les écrans, en fait, on a l'impression qu'on ne sait plus absolument plus quoi faire. Cette addiction numérique, elle nuit énormément au sommeil, que ce soit pour l'endormissement, pour la qualité du sommeil, le temps de sommeil. Et, euh, et du coup, oui, tu l'abordes très, très amplement dans ton livre. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, c'est très difficile. Moi-même, je reconnais il y a un côté addictif. J'ai eu du mal à me priver d'Instagram. J'avais des symptômes, comment on dit en anglais, des withdrawal symptoms, comme si j'étais en manque tout au début. En m'éloignant, je m'aperçois que c'est vraiment, vraiment bénéfique de prendre cette distance. Les adolescents, eux, peuvent vérifier leur portable jusqu'à 280, 300 fois par an. Aller vers leur portable pour vérifier s'ils ont reçu un message ou pour justement lire un message jusqu'à 300 fois par jour, pardon, bien sûr. Oui, oui, oui. Euh, Par jour, bien sûr. Et il y a plusieurs effets que je vois là et qui sont vraiment négatifs et tristes quelque part. C'est que, cette technologie, l'usage exagéré ou mal géré de la technologie, eh bien, contribue à amplifier la séparation. Et la séparation, premièrement, avec soi-même, puisque on est réactif, on réagit à ce qui se passe dans sa machine au lieu d'être actif. Nos actions ne viennent pas de notre intérieur et de notre cœur et de notre volonté, mais viennent d'une réaction qu'on a à des nouvelles qu'on reçoit de l'extérieur, donc de la machine. Ça contribue à nous couper de la nature,
parce que plus on est sur les écrans et moins on est connecté avec ce qui se passe à l'extérieur, avec les activités en plein air. Et puis, on est coupé des autres également, de sa communauté. On a l'impression, mais non, avec les portables, justement, on est tout à fait en lien avec les gens, mais on est en lien de façon artificielle. Même là, quand on fait, je sais pas, quand on fait des zooms, en fait, on se regarde soi ou on n'est pas en lien, on n'est pas dans une vraie communication. Et ça, c'est assez triste. Les effets sur le cerveau sont vraiment détaillés dans de nombreuses études et pas mal de livres, en tout cas dans les milieux anglo-saxons. En anglais, on trouve pas mal de choses sur le sujet. Les effets sur la mémoire sont désastreux. Les effets sur la créativité, les effets sur la productivité également. Et voilà, on devient quelque part un peu moins humain à chaque fois qu'on utilise une machine. C'est comme si ça devenait l'extension de nous, de nos membres, et comme si on était déjà en train de se fondre avec les machines dans un idéal transhumaniste. Et c'est vrai que oui, je 1000 fois d'accord avec tout ce que tu dis. J'ai pas mal creusé le sujet justement en lien avec le sommeil parce que je parle très souvent du cortisol, de la production de cortisol qui empêche de s'endormir, de rester endormi, d'avoir un bon sommeil. Et finalement, il y a peu d'hormones qui viennent contrebalancer cette surproduction de cortisol chronique, ce stress chronique qu'on a. Et parmi ces hormones, je parle souvent justement du GABA, de l'ocytocine, de la sérotonine. Et finalement, toutes ces hormones, elles sont liées aux activités qu'on peut avoir, justement les balades en nature, le fait de passer des moments de qualité avec les gens, puisque l'ocytocine, c'est vraiment l'hormone du toucher, de la relation. J'en parlais là justement récemment dans un podcast où j'invite les gens à essayer les massages bienveillants, parce que les études prouvent qu'un massage bienveillant fait augmenter la production d'ocytocine, qui a un impact direct sur la production de cortisol. Et finalement, on perd tout ça. Donc à la fois, cette addiction au numérique nous empêche de produire assez de mélatonine, et à la fois ça nous empêche de faire baisser notre taux de stress. Et pourtant, beaucoup de personnes vont dire oui, mais il faut bien vivre avec son temps, il faut bien vivre avec son époque, et les enfants à 10 ans, ils ont tous un téléphone, une tablette, et c'est assez effrayant en fait. On se demande vraiment comment ça va se traduire, parce que notre génome, il est le même qu'il y a 40 000 ans, il n'y a rien qu'à changer. Notre environnement, il n'y a plus rien à voir. Et du coup, on est sans cesse en décalage. Jusqu'à quel point, finalement? C'est un peu triste, mais on peut se poser quand même beaucoup de questions. Bien sûr, et puis cette technologie est tellement fabuleuse. C'est fabuleux parce que ça nous vraiment améliore considérablement la qualité de vie dans certains domaines. C'est clair que sous la pluie, avoir juste à taper sur son téléphone pour son parc-mètre, et puis ensuite être en réunion et pouvoir, sans avoir à retourner à la machine, mettre des pièces, juste rajouter un petit quart d'heure ou une petite demi-heure. Tout le monde achète ça. Mais c'est tellement récent qu'on a eu les portables sans avoir le manuel qui va avec pour savoir comment on l'utilise et jusqu'à quel point on peut abuser de la technologie sans se faire mal. Qu'est-ce que toi, tu as tendance à recommander aux gens, peut-être dans tes consultations, même à tes proches, dans ton entourage, par rapport à ça, justement, pour essayer de décrocher un petit peu? Alors, bien sûr, j'imagine que la prévention vaut 1000 fois tous les autres discours, mais quand vraiment on est en face d'une personne qui est extrêmement accro, quel est le meilleur conseil? Alors, peut-être au lieu de recommander à la personne d'utiliser moins son portable, on peut lui recommander d'utiliser plus les autres choses qui font du bien. À savoir aller plus à l'extérieur, essayer de faire du jardinage, de caresser son chat, de sauter sur un trampoline, de boire des jus verts. Et puis,
Et puis d'observer l'effet que ça fait, hein, de chanter, de faire de la méditation, tout ce qui nous rapporte en fait à notre nature humaine, tout ce qui nous éloigne de ce qui est synthétique, technologique, puisque tout ça, au final, nous déséquilibre et nous affecte. Donc, essayer de mettre en place des petites routines. On se dit, bah tiens, aujourd'hui, je vais augmenter chaque jour. Aujourd'hui, je vais me balader. Alors, je sais que c'est difficile en temps de pandémie et parfois de confinement, mais où je vais respirer à la fenêtre, où je vais augmenter à chaque fois un petit peu toutes ces petites recettes qui nous relient au monde vivant et qui nous permettent de réduire l'addiction au téléphone. Donc aussi réintroduire plus de lecture, plus de dialogue avec sa famille, avec ses enfants. Et puis, très très concrètement, eh bien, sur son téléphone, déjà, désactiver les notifications. Ça, c'est extrêmement important, car chaque fois qu'on entend la petite clochette d'une notification, ça va déclencher la production de dopamine. Et après, la dopamine est positive, bien sûr, hein, c'est l'hormone de la motivation, mais quand il y en a trop, une addiction, donc on veut toujours avoir, toujours et toujours plus. Donc on désactive, et en plus, ça empêche totalement la concentration. On peut pas apprendre, on peut pas lire quelque chose de façon concentrée si on a constamment ces petits bips qui viennent nous déstabiliser. Donc on enlève ces notifications sur son téléphone. Et puis, on va passer aussi toutes les applications qui ne sont pas essentielles sur les pages. Il va falloir dérouler pour aller trouver, je sais pas, les jeux, les réseaux sociaux, etc. Et ça crée déjà une certaine distance physique. Je pense que le téléphone portable est très bien fait parce que c'est à la fois une caméra, c'est à la fois un baromètre, c'est à la fois un mesureur de son activité physique, combien on a fait de pas dans la journée, etc. Donc ça devient un outil indispensable. Et il faut essayer de réapprendre à le sectionner, à l'avoir quand on le prend dans la main comme simplement un outil qui nous sert à téléphoner. Et les autres applications, on les met en second plan. Donc, on va être un peu moins tenté de plonger dans le téléphone. Si on a une notification, si on prend son téléphone parce qu'on allait faire quelque chose, appeler quelqu'un, mais qu'on voit 3 notifications et qu'on va les vérifier, 10 minutes après, on sera encore en train de surfer et on aura oublié pourquoi on avait pris le téléphone en premier lieu. Donc, toutes ces distractions, il faut essayer de les mettre de côté, avec cet éloignement sur les pages suivantes. Oui, et puis en plus, c'est très facile à réaliser. Il suffit pas ça ne demande pas de temps de le faire. Et par contre, le fait de le faire, ça induit beaucoup de choses derrière. Et puis en plus, on a aussi la chance, malgré tout, de pouvoir mettre maintenant des filtres pour la lumière aussi. Malgré tout, on a la possibilité de faire certaines petites choses comme ça qui, pour les personnes qui seraient obligées à un moment donné d'accéder à leur téléphone, à leur ordinateur ou quoi, ça limite un peu la casse aussi. Tout à fait, oui. On peut faire en 3 clics, avoir son écran en noir et blanc, ce qui fait que même si on doit vérifier ses emails avant d'aller au lit, au moins on ne reçoit pas de lumière bleue. Oui, parce que j'avais été assez surprise de lire une étude qui mettait en avant qu'il fallait seulement 2 ou 3 minutes à la lumière pour activer justement pour bloquer la mélatonine. Pour bloquer la mélatonine au niveau de la glande pinéale, et j'avais trouvé que c'était extrêmement court. Et surtout, c'était au niveau du nombre de lux. En fait, il fallait 3 fois rien. C'était la lumière de 2 bougies à côté de soi pendant 2 minutes et paf, directement la mélatonine baissait de X%. J'avais trouvé ça extrêmement rapide et extrêmement intense finalement. C'est une étude très intéressante, tu vois, que qui n'est pas venue à ma connaissance, mais je suis pas du tout étonnée. Moi, depuis que j'utilise le 3 clics pour être immédiatement en noir et blanc, si jamais je dois aller voir mon téléphone dans les 2 heures avant d'aller me coucher, je sais qu'au moins je suis pas affectée. Donc c'est des petits trucs, voilà. Il y a une multitude de petites choses qui font que il n'y a pas une pilule magique. Il y a vraiment des petites recettes
il faut être motivé. Et c'est bien, par exemple, de vouloir d'essayer de se priver soi pour aider les enfants, parce qu'en fait, nous sommes des modèles pour nos enfants. Donc, ça peut être le début d'une motivation pour des parents, par exemple. Commencer par eux-mêmes et pour Mm. pouvoir ensuite bien éduquer, donner des outils comme ça d'hygiène technologique à leurs enfants. Et c'est très intéressant ce que tu dis aussi, même du coup par rapport au sommeil des enfants, puisque par exemple, ça c'est une réflexion que je me fais aussi souvent en tant que maman, c'est que moi, bah, mon fils est encore petit et il se couche, enfin plutôt je le couche de très bonne heure. Et du coup, pour moi, le téléphone ou l'ordinateur ou un écran qui est ouvert à 18h, c'est rien. Du coup, pour moi, par rapport à mon heure de coucher. Mais par rapport à un enfant qui se couche à 19h30, 20h, ben, en fait, on bascule déjà dans la zone pour lui. Et du coup, je trouve que le point que tu évoques là, il est extrêmement intéressant parce que faut tout remettre en perspective aussi par rapport aux enfants et à leur sommeil, sachant qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a presque 30, enfin, l'OMS dit 30% des enfants qui seraient en dette de sommeil. Et dans les faits, il s'avère que c'est probablement beaucoup plus. Et donc déjà avec un rythme qui n'est pas forcément un rythme scolaire, qui n'est pas forcément non plus toujours adapté aux enfants. Et si en plus on vient, entre guillemets, ruiner leur mélatonine, leur sommeil avec notre technologie, même pour des tout petits, c'est quand même très problématique pour la suite, pour la génération Oui, qui arrive. Ouais. oui, oui. Toi, tu parlais tout à l'heure d'enfants qui ont des téléphones à 10 ans, mais les scientifiques s'accordent tous à dire qu'avant 15 ans, enfin, c'est comme si on donnait un paquet de cigarettes à fumer à un enfant de 12 ans. Mmh. Hein. Enfin, dans 10 ans, on dira avoir un téléphone portable à cet âge-là, c'est comme fumer un paquet de cigarettes, quoi. Enfin, c'est On comme est, si les parents avaient donné des c'est paquets de ça. cigarettes à leurs enfants à fumer. On n'a pas Mmh. encore le recul, malheureusement, mais c'est vraiment, vraiment déficit d'attention, anxiété. Ces pauvres enfants sont vraiment très perturbés au niveau psychique et mental. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire malgré tout. Parce que c'est vrai que malgré tout, ça peut être assez sombre hein, de se dire comment on fait pour échapper à tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est comme tu le disais, il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place dans notre quotidien. Et j'aime vraiment beaucoup l'idée d'être l'exemple aussi pour ces enfants par rapport à ça. Ça nous fait du bien à nous, en tant qu'adultes, c'est un très bon exemple pour les enfants. Et puis, dans tous les cas, on se rend bien compte que pour être vraiment en bonne santé aujourd'hui, il faut souvent aller à contre-courant. Et ça en fait partie. Ça en fait partie pour l'alimentation aussi, pour le sommeil, justement, les habitudes de sommeil, hein. Ce qui a aussi beaucoup détruit le sommeil sur les 50 dernières années, c'est que c'était très bien vu, très à la mode d'envoyer des emails jusqu'à 1h du matin et d'être à 6h le matin au travail. Aujourd'hui, on commence à revenir un petit peu là-dessus en se disant: «Non, ça peut pas durer comme ça», les gens se détraquent au niveau du sommeil et puis finalement, c'est pareil dans tous les domaines donc bon, faut rester positif et puis surtout agir en fait, mettre des choses en place. On peut prendre l'opportunité justement de se dire, puisque on sait maintenant, on a assez d'exemples pour nous prouver que les téléphones, enfin l'abus de la technologie est mauvais pour nous, renverser complètement la vapeur et en profiter pour réellement se reconnecter euh, avec toutes les bonnes choses Mmh. dont on, dont on a oublié les bons effets. Et moi, ce que j'aimais énormément dans ton livre, et puis on peut peut-être parler un tout petit peu de ton livre aussi, Florence, c'est que justement, c'est que tu es souple aussi sur justement l'approche de la technologie. Tu ne dis pas, il ne faut absolument plus rien utiliser du tout, aller vivre en ermite au fin fond de la montagne ou d'une forêt. C'est que justement, tu essaies de donner au lecteur des pistes et une façon de se protéger, mais tout en restant malgré tout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que j'avais vraiment beaucoup aimé cette mesure dans tout ton livre. Oui, peut-être parce que j'ai tellement utilisé la technologie et qu'elle m'a été très utile quand j'étais encore dans mon autre vie. Et aussi parce que je vois très bien que c'est très difficile de faire un sevrage, si ce n'est impossible. Donc, voilà, je reconnais aussi bien sûr toutes les qualités de la technologie. C'est juste une histoire de modération, Et de de bien savoir s'en règles. servir. Donc je rappelle, Florence, ton livre, il s'intitule Les ondes, la 5G et notre santé. Alors tu me disais en préparation de cet échange que tu en es à ta troisième réédition. Donc du coup, c'est édition Exuvie. Troisième réédition, ça veut dire que là, ça y est, le nouveau va sortir enrichi.
Oh, voilà, oui, l'éditeur Exuvie imprime pour la 3e fois et m'a donné à cette occasion la possibilité de venir augmenter ajouter des choses qui sont sorties récemment, des nouvelles études que j'ai lues. Et puis, je vais insérer aussi, justement, pour être un peu plus dans l'action, un petit résumé, on va dire, avec la journée idéale, on va dire, dans le cadre d'une meilleure utilisation de sa technologie. Donc, comment est-ce qu'on fait, quelle petite routine on met en place, quels sont les gestes simples, et voilà, tout ça dans comme une petite fiche de résumé, pour que ce soit beaucoup plus facile à la fin de la lecture de mettre tout ce que je conseille en application. Super, génial. Effectivement, le côté pratico-pratique, c'est super important et on a beau lire beaucoup de choses, parfois on a du mal à passer à l'action. Il nous suffit d'un tout petit coup de pouce et après c'est plus facile. Donc je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Je mettrai le lien, Florence, dans la description du podcast pour accéder du coup au site Exuvie où on peut trouver ton livre. Est-ce qu'on peut le trouver sinon sur d'autres plateformes ou uniquement chez Exuvie ? Maintenant chez les libraires et dans les plateformes que les gens utilisent beaucoup. D'accord, donc un peu partout en fin de compte. Ok, oui. Ça marche, et en librairie aussi. Super. Florence, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que tu avais un dernier point, une dernière chose que tu voulais rajouter là pour aujourd'hui ? Écoute, moi je vais dire que ton podcast est très utile et que c'est vraiment important que les gens, je pense que c'est vraiment un sujet de société qui est crucial, fondamental pour que tout le monde aille mieux, pour que même la société elle-même aille mieux, que donc nous soyons conscients que la qualité de notre sommeil et également des rêves qu'on peut faire pendant notre sommeil sont les garants d'une bonne santé physique, mentale, et les garants également d'une société harmonieuse et heureuse. Effectivement, il y a tous ces aspects-là qui sont en jeu avec le sommeil. De toute façon, c'est pas pour rien que c'est un des piliers de la santé, avec l'alimentation bien sûr. Donc effectivement, en cascade, quand on a un mauvais sommeil, tout dégénère. Mais je suis vraiment ravie qu'on ait pu en tout cas faire un petit peu plus de lumière sur le sujet des ondes, du numérique par rapport au sommeil. C'était un sujet que je voulais aborder depuis vraiment longtemps. Je me sentais pas assez en connaissance de tout ça. Et donc, je suis vraiment ravie qu'aujourd'hui tu aies pu nous éclairer et qu'on ait pu approfondir le sujet. Donc, un grand merci à toi. C'est moi qui te remercie, Aurélie. À bientôt, Florence. Bonne continuation. À bientôt, merci. Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que cet échange avec Florence vous a permis d'y voir plus clair et va vous aider à adopter de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes dans votre quotidien au profit de votre sommeil. Le sommeil est bien sûr le cœur de notre propos sur le podcast et aujourd'hui avec Florence, nous avons choisi de rester le plus possible en lien avec ceci pour ne pas finalement vous abreuver d'un trop plein d'informations disparates qui peuvent parfois figer en fait, c'est limiter les actions, en tout cas freiner la mise en action. Mais bien évidemment, si la thématique vous intéresse, je vous invite vivement à creuser le sujet et notamment à lire le livre de Florence. Donc je répète le titre, c'est Les ondes, la 5G et notre santé. Donc je vous mettrai le lien évidemment en description. Vous y découvrirez par exemple le lien entre les ondes et l'altération du microbiote, des détails aussi sur la déminéralisation, le magnésium par exemple, les bons gestes à adopter pour les femmes enceintes qui sont bien sûr encore plus à risque, dans le sens où l'exposition du fœtus peut être dramatique sur son développement, etc., etc. Je pense sincèrement que c'est un sujet qui nous concerne tous, et même sans rentrer dans une espèce de paranoïa permanente qui serait plus nocive finalement en termes de stress, on ne peut pas faire l'économie de la connaissance, faire l'économie de quelques gestes simples qui vont simplement répondre au principe de précaution. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le noter, le commenter, le partager. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.